Que les Gilets jaunes ont brisé Emmanuel Macron. Ils ont brisé son élan, ils ont brisé sa trajectoire et plus que ça, ils ont brisé sa jeunesse. Hier soir, à la télévision, Emmanuel Macron n'avait pas l'âge de son état civil, 40 ans, il en avait 50. Est-ce que ce bilan suffit aux Gilets jaunes ? Puisqu'on le sait aujourd'hui, un journaliste, c'est soit un chômeur, soit une pute. Non, non, non. Ah ouais. Sur le national-sionisme, Ça existe ? bah, c'est en même temps c'est à la fois actuel et en même temps pas nouveau puisque ça a toujours plus Les ou années moins 60, ça a l'extrême droite toujours- française, voilà, bien ça sûr. a toujours plus ou moins existé. Mais cela dit, c'est même pas le national-sionisme qu'on vit en ce moment, c'est un revival de l'époque de Nicolas Sarkozy il y a 10 ans, c'est-à-dire que tous les sujets qui plaisent à la droite, mais aussi plus largement au peuple français qui est complètement étranglé par une surdélinquance, une surimmigration, par le fiscalisme, par ce qu'on subit, va arriver un discours judéo-compatible qui peut même s'avancer sur certaines... Par exemple, Éric Zemmour... pas dire des choses que tu viens de dire sur le maréchal Pétain. Bon, c'est lui qui a le droit de le dire. Et bon, quand on regarde ce qui se passe en ce moment, on comparait ça tout à l'heure avec la situation de 2007 en se disant qu'est-ce qui s'est passé en 2007 ? On a mis Éric Zemmour dans l'émission de Laurent Ruquier. Tout le monde a entendu une parole de droite qui était interdite depuis 30 ans. Donc les gens ont voté Sarkozy en pensant voter Zemmour. Et puis une fois qu'ils ont eu Sarkozy, c'était la commission Attali. Donc en fait, ils ont voté Zemmour et puis ils ont eu Attali. Et on est en train de nous refaire le même coup. Et c'est pas nouveau que, disons, les milieux sionistes veuillent draguer à l'extrême droite, puisque c'est là qu'est l'espace politique qui est en pleine expansion, pour non pas le mettre au pouvoir, comme le pensent ceux qui marchent dans la combine, et qui ne sont même pas achetés pour marcher dans la combine. En général, c'est vraiment... c'est parce qu'en général, ce sont des antisémites qui pensent que comme les juifs sont puissants, ils ont les capacités de leur donner le pouvoir. Donc en fait, c'est un jeu très... C'est ce que Lénine appelait les idiots utiles. Ouais, voilà, c'est vraiment des idiots utiles. Et donc au début, alors, ça a longtemps existé, puis il y a eu Alexandre Delval, Guy Millière, et c'est vrai que ça restait quand même assez marginal. Et puis là, avec François Bousquet, c'est toute la nouvelle droite qui marche dans la combine. Et en plus, ce qui est triste, c'est qu'ils se disent on est en train de faire du Trump ou du Salvini. Alors que, bon, honnêtement, Trump, c'est un personnage qui est complètement hors norme, qui est au sommet de la chaîne alimentaire. Vous regardez Donald Trump, il se prend une affaire Fillon par heure depuis 3 ans. Il est toujours debout. Il sait très bien d'où elle vient l'affaire Fillon, donc il leur donne Jérusalem comme capitale, et encore il a toujours pas déménagé, il leur a mis une espèce de succursale. Enfin, pour le reste, il les a virés de la réserve fédérale américaine. Il sait très bien que c'est de là que vient le danger. Enfin, c'est un authentique personnage, quoi. C'est pas un pigiste de valeurs actuelles qui s'imagine ouvrir une librairie devant le Sénat, c'est délirant ce truc, c'est vraiment délirant. En plus, c'est pas rentable économiquement, enfin, ça n'a aucun sens, tout ça pour faire une dédicace, parce que c'est ça quand même. On va repréciser ce qui s'est passé. Il a été vendu par François Bousquet et la revue Éléments de reprendre la librairie Facta. Bon. Au début, ça devait être une reprise de la librairie Facta. Ensuite, c'est devenu, on va faire du neuf en élargissant aussi, puisque la librairie Facta faisait essentiellement de l'occasion vraiment politiquement incorrecte, et des éditeurs amis qui ne trouvaient pas leur place dans les librairies mainstream, c'est-à-dire la Fnac et ainsi de suite. Donc les éditeurs amis et de l'occasion politiquement incorrecte. Or, François Bousquet arrive et dit on va élargir les éditeurs amis, notamment aux éditions Ring.
Donc ça a été ça au début, avec Ring qui venait de sortir un album se foutant explicitement de la gueule d'Alain Soral et de Robert Forisson. Donc voilà, bon, pourquoi pas. Alors c'est le Nouvelle Librairie Facta, et puis ensuite c'est devenu, bon bah on va pas mettre Laurent Glosy. Bon bah alors, on évacue Laurent Glosy, puis ensuite ça a été, bon bah on va pas vendre Hervé Ryssen. Bon ok, on va pas vendre Hervé Ryssen. Puis après ça a été dans la presse de dire on va pas vendre ni Coston, ni Soral, ni Forisson, qui sont les trois piliers qui constituaient, disons, la pensée d'Emmanuel Ratier. Donc il s'agit d'une trahison, et tout ça pour arriver à quoi? Pouvoir organiser une dédicace d'Éric Zemmour. Enfin voilà, c'est tout, quoi. Alors que la librairie Facta fonctionnait justement en invitant toutes sortes d'opinions authentiquement dissidents et en pouvant vendre absolument tout le monde. Voilà, donc je sais pas où tout ça mène, et on voit derrière évidemment le rôle de Gilles-William Goldnadel, qui, tu l'as rappelé, te poursuit, a poursuivi Forisson. Et ce qui est très intéressant avec ce genre de personnage, c'est tu parlais justement du pouvoir qui en demande toujours plus. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant, c'est que Gilles-William Goldnadel, il arrive et il vous dit, mais tu sais qu'on peut faire des grandes choses pour toi. On peut faire des grandes choses pour toi. Tu peux être ci, tu peux être ça. Seulement, il faut que tu fasses ta révolution copernicienne sur Israël et que tu fasses ton aggiornamento sur la Shoah. C'est ça qu'il a dit à Marine Le Pen. Alors, Marine Le Pen, elle a dit d'accord, je ferai rien pour l'instant. Puis, c'était la première fois, c'était en 2004-2006. Puis ensuite, c'est arrivé en 2011. Elle a dit, je vais aller en Israël. Ah bah non, mais il faut que tu fasses ton aggiornamento sur la Shoah. Alors, elle a dit dans Le Point, elle a fait un grand entretien où elle a dit, les camps, c'est le summum de la barbarie. Bon, et puis elle n'est pas allée en Israël. Et puis après, il lui a dit, non mais tu comprends, il faut que tu tues ton père. Ah, donc, on va inventer une histoire. Donc ils ont inventé l'histoire de la Fournée. Donc lui a obtenu que Jean-Marie Le Pen soit plus ou moins banni du mouvement qu'il avait fondé et dirigé pendant 40 ans. Et évidemment, elle n'a toujours pas été invitée au dîner du CRIF en Israël. Et à la fin, Goldnadel a dit, votez vous pouvez pas voter pour le Front National, puisqu'évidemment, le Front National, c'est un mouvement qui regarde vers Moscou et vers Damas et pas vers Tel Aviv, et ainsi de suite. Si vous voulez, je vous prends un dernier exemple sur ce genre de gens, parce que, si vous voulez, c'est un engrenage dans lequel vous entrez et vous sortez jamais. Parce qu'en fait, il faut aller toujours plus loin. Je vais prendre un autre exemple, c'est celui de De Villiers, 2006. Il dit, De Villiers, on lui dit, la communauté va marcher avec toi. Goldnadel vient le voir, lui dit, la communauté va marcher avec toi. Bon. Alors, il l'invite aux 80 ans de France-Israël. Ensuite, il lui organise un déjeuner avec Roger Kuckerman, qui était à l'époque président du CRIF. Alors, De Villiers, il se dit, bon, c'est bon, je suis président. Il est invité ensuite à la synagogue de la Victoire pour l'hommage à Ilan Halimi. Donc, il arrive. Alors là, il est ovationné. Il se dit, c'est même gênant. Qu'est-ce qu'ils ont? C'est quand même un lieu de recueillement. Enfin, il découvre un peu un univers. Donc il y a cet hommage à la synagogue de la Victoire, puis le week-end d'après, si vous voulez, il y a une manifestation, une marche blanche, vous voyez, toujours pareil, une marche blanche contre le racisme et l'antisémitisme pour la mémoire d'Ilan Halimi. Et là, il dit, bon, quand même, on va pas y aller. Puis là, Goldnadel l'appelle, lui dit, mais viens, en tête de cortège, il n'y a pas de problème, tu seras protégé. Ils appellent Pelletier, le CRIF rappelle, vraiment, on insiste, t'es un ami d'Israël, de la communauté, machin. Il y va, et dès qu'ils arrivent, ils se font casser la gueule et ils se font virer du cortège, évidemment. Entre-temps, il a donné un interview à Israël Magazine sur le péril de l'islamisation de la France, qui est une question, mais qui est une conséquence sur laquelle ils sont toujours focalisés, sans jamais parler des causes, où là, on les retrouverait peut-être. Et non, mais bon. Et évidemment, à ce moment-là, au même moment où sort le numéro du magazine, Goldnadel prend la défense d'un imam, l'imam de Clichy, qui s'appelle Daou Meskin, ou un truc comme ça, et qui est à l'époque accusé de terrorisme. Donc, si vous voulez, je comprends pas comment, après des années, des exemples et des exemples de choses qui ont été trahies et de neutralisation d'un discours politique, puisqu'il s'agit en fait de neutraliser un discours politique, de neutraliser des individus. Là, typiquement, donc je vous dis, toute la nouvelle droite en ce moment
à céder à ces sirènes-là et ils n'auront rien. Et de toute façon, est-ce que Golnadel ou André Berkoff attendent d'être invités sur Télé Liberté? Non, ils créent leurs propres médias, ils se mettent dans leur propre ghetto et jamais ils ne se mélangeront avec les autres. Et puis en plus, c'est complètement délirant puisque tout le monde pourrait ressortir les citations révisionnistes de tous ces gens qui aujourd'hui pensent aller à la gamelle alors que la gamelle ne sera évidemment pas pour eux. Voilà, donc tout ça est très triste en ce moment, c'est peu réjouissant et en plus, c'est parce que si vous voulez, il y a une vague populiste. Il y a la vague populiste au niveau mondial. Et je vous dis, ils s'imaginent pouvoir faire comme Salvini ou pouvoir faire comme Trump, alors que les réalités françaises, alors que d'une part, ils ne sont ni Salvini ni Trump, ça c'est vraiment central. Et le Salvini et le Trump français, personne ne sait qui il est pour l'instant. Deuxièmement, il y a aussi des grosses opérations de détournement de la vague populiste qui sont, à mon avis, quelque chose d'absolument central. Tu parlais des présidents de la Ve République qui n'en font jamais assez. Par exemple, Macron. Bon, on va lister les soutiens d'Emmanuel Macron, mais c'est pas très compliqué. Daniel Cohn-Bendit, Alain Minc, ancien de chez Rothschild. Enfin, c'est quelqu'un qui peut pas être accusé, si vous voulez, d'antisémitisme. Bon, aujourd'hui, il se trouve qu'en avril, il a dit qu'il devait aller en Israël en avril. Et en fait, Emmanuel Macron est plutôt sur la ligne du Quai d'Orsay, qu'on appelle la ligne Védrine, gaulo-mitterrandienne, c'est-à-dire qu'il n'est pas immédiatement sioniste, il n'est pas valsiste sur la question, il serait plutôt pour une position équilibrée de la France. Donc il ne s'est pas rendu en Israël en avril, il a dit qu'il irait en novembre, et il n'est pas allé en novembre. Et il les a un peu menés en bateau, et quand il c'est comme une convocation au commissariat. Oui, voilà, c'est ça, il faut y aller. Non, c'est ça. Et donc, en novembre, il a dit, c'est peut-être Édouard Philippe qui ira, puis finalement, Édouard Philippe n'y est pas allé. Et si vous lisez Actualité juive, vous voyez qu'ils sont déchaînés contre Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'ils sont déchaînés. Et quand vous regardez BFM, Rutel Krief, qui est vraiment un marqueur, je vous invite à regarder Rutel Krief, parce que pour savoir à peu près, c'est vraiment le super baromètre Rutel Krief. Vous regardez, il n'y a même pas besoin d'écouter le son, vous voyez sa tête, et puis le sujet marqué en bas, et vous savez à peu près où ça en est, quoi. Et elle incitait presque les gilets jaunes à marcher sur l'Élysée, quoi. Et donc là, ils sont dans cette idée de dompter la vague populiste. Alors il y a eu plusieurs précédents. Le principal précédent, c'est quand même l'Autriche, où quand même, il faut rappeler que l'OFPO a gagné l'élection présidentielle et qu'elle a été fait revoter jusqu'à ce que ce soit le candidat écologiste qui la gagne, candidat écologiste qui n'est même pas autrichien, qui est russo-estonien, il me semble, Van der Bellen, il s'appelle. Il est même pas autrichien, c'est un naturalisé, comme Valls. Donc c'est les nationalistes qui gagnent et c'est un écologiste qui est élu après qu'on ait fait voter les élections. Et ensuite, le FPO a joué effectivement la carte du national-sionisme en allant Strahe, qui n'est pas Jörg Haider. Jörg Haider était une vraie personnalité, il est mort dans un accident de voiture évidemment. Donc Strahe est allé à Yad Vashem et évidemment l'OVP, donc le parti de droite classique, a tenu un discours dur sur la question de l'immigration. Donc du coup, le FPO n'avait plus rien à proposer. Et c'est Sébastien Kurz, donc un type sorti de nulle part, 31 ans, fabriqué par les réseaux Soros, European Council on Foreign Relations, qui est accédé au pouvoir et qui évidemment s'est fait acclamer à Jérusalem. Et en septembre, il a reçu Netanyahou. Et pour ceux qui pensent qu'il y a une différence entre Soros et Netanyahou, non, à un certain niveau, sur les questions importantes, ils sont ensemble. Donc en septembre, il a reçu Netanyahou et le président du Congrès juif mondial qui lui ont bien dit, écoute, t'es dans la coalition avec le FPO parce que t'es obligé, mais tu les écartes gentiment du pouvoir et tu fais supprimer leur publication qui s'appelle Diaola, il me semble. Tu fais supprimer leur publication et voilà. Et donc là, les nationalistes ont été maîtrisés. C'est-à-dire que la vague populiste a été véritablement maîtrisée par un discours de la droite nationale qui a été éteint en faisant teshuva justement sur la question juive et en plaçant
des hommes à eux, à la présidence et à la chancellerie. Et puis le nouveau cas, c'est le Brésil, qui est plus intéressant parce que Jair Bolsonaro est une personnalité qui était qui était un député depuis des années, depuis 1990, qui est un ancien militaire, et qui avait des positions plutôt sociales, qui était l'avocat des policiers au Parlement brésilien, et qui était catholique et s'est converti à la religion évangélique, est devenu libéral, dans un contexte de renversement du pouvoir de gauche au Brésil, et qui, grosso modo, s'est fait adouber président en Israël, au même moment où la banque centrale du Brésil passait sous contrôle d'un Israélien qui s'appelle Ilan Goldstein ou quelque chose comme ça. Et donc, dans cette donc c'est intéressant, mais lui est soutenu par l'armée. Donc, est-ce qu'à un moment donné, il ne va pas pouvoir aussi reprendre le pouvoir par l'armée ? Enfin, tout ça est intéressant. Et malheureusement, donc pour finir sur cette captation des mouvements populistes, la France est particulièrement ciblée. Et c'est triste de voir autant de gens tomber dans le panneau en ce moment. Voilà. Je répondrai, mais il y a plusieurs étapes sur Marion Maréchal Le Pen. Il s'est trouvé qu'elle a été promue par les médias. Ceux qui ont soutenu ou suivi le parcours politique de Jean-Marie Le Pen savent très bien qu'on peut très bien publier une photo de quelqu'un qui a un physique complètement agréable et de le rendre détestable toute sa vie. Elle a toujours eu droit à une couverture médiatique qui l'a présentée comme une belle femme, quoi. Et clairement, des offres lui ont été faites pour incarner effectivement la droite nationale sioniste avec un boulevard en quelque sorte sur l'union des droites et ainsi de suite. Et elle a refusé, je pense, en ayant conscience d'être l'instrument de force qui la dépasse. Donc pour l'instant, elle a refusé. Et c'est pour ça qu'il faut absolument surveiller en ce moment, je pense, Pierre de Villiers, le frère de Philippe de Villiers et ancien chef d'état-major des armées, parce que je pense que c'est une deuxième option qui est sur la table. Il y a aussi l'option Mélenchon qui pourrait être activée pour faire tomber la Ve République, puisqu'en fait on élit malgré tout, s'il veut s'en donner la peine, on élit encore un dictateur qui peut appliquer à peu près la politique qu'il le veut s'il en a l'envie, quoi. Et donc Mélenchon pourrait être utilisé pour faire tomber la Ve République sous couvert de Sixième République. Voilà, donc je pense qu'il y a beaucoup d'options sur la table. À mon avis, Macron finira pas du tout son quinquennat. Il est trahi par ceux qui l'ont promu. Pour l'instant, Marion Maréchal a refusé ce qui lui a été proposé. Voilà ce que je sais de mon côté. En tout cas, les proches de Marion Maréchal, tels qu'on les connaît, Jacques de Guibon, Arnaud Stéphane, c'est très mauvais. Je veux dire, son entourage est exécrable et donc, a priori, je n'ai pas beaucoup de confiance. Et en plus, dans l'affaire du parricide, là, c'était pas crime et châtiment, c'était crif et châtiment. En l'occurrence, elle a quand même pris position pour l'attente. Elle avait pris position. Mais qu'elle déteste aujourd'hui. Elle avait pris position. Non, mais elle avait pris position pour le canal hormonal contre le canal neuronal, voilà. Pour le canal hystérique contre le canal historique. Arnaud Stéphane, qui était quelle est sa fonction, comment on pourrait la qualifier ? Son chargé de communication. Son chargé de communication qui mène la revue L'Incorrect, avait conseillé à Marion Maréchal Le Pen de devancer Marine Le Pen à Jérusalem. Voilà, donc ouais, il y a quand même autour d'elle des gens qui sont très national-sionistes là aussi. Ça, c'est une évidence. La revue L'Incorrect, c'est ça, c'est ce logiciel-là. Encore une fois, je reviens à mon portrait, mais le seul interview qu'elle donne, un des rares interviews qu'elle donne, c'est à Golnadel. C'est quand même signé, voilà, c'est clair. Donc, mais cela dit, je pense sincèrement que elle veut pas y aller, voilà. C'est pas ça que je dis. Déjà Pierre de Villiers. Alors Pierre de Villiers
Pierre de Villiers, ce qu'il faut savoir, c'est que son éditrice Sophie de Closet, La fille de François de Closet. voilà, young leader de la French American Foundation, dès qu'il est parti du SEMA, il s'est retrouvé au Boston Consulting Group. Je crois que c'est quelqu'un, c'est pas un secret, c'est quelqu'un qui aime beaucoup l'argent, donc qui est très, très câblé aux États-Unis. Je note qu'il a jamais rien dit, qu'il a toujours fermé sa gueule, qu'ensuite il a quitté l'armée en réalité pour protester contre le plan Sentinelle et qu'il ne l'assume même pas, et que par ailleurs il propose quoi pour sauver les banlieues, de leur donner des FAMAS, quoi. Donc bon, moi je sais pas bien où ça mène. Je sais pas si c'est un grand militaire, je sais pas bien, quoi. Mais ce qui est surprenant, c'est qu'on l'a vu invité chez Laurent Ruquier, où vraiment, il y a 10 ans ou 15 ans, vous étiez invité chez Laurent Ruquier, vous étiez militaire, mais vous étiez insulté. Vous aviez tout le plateau contre vous, Gérard Miller et ainsi de suite, machin. Là, vous avez Ruquier, Consigny, et puis il y avait Christine Angot. Alors moi je me disais, bon, Consigny va être un peu... et puis Christine Angot va l'attaquer. Mais pas du tout. Christine Angot qui lui servait du mon général, et ainsi de suite, et mon général, et mon général, et mon général, et mon général. Oui, voilà, c'est ça. Enfin bref. Et non, donc très surprenant, avec des tournées médiatiques comme ça. Alors je pense que c'est des hameçons qu'on lance, quoi, hein, pour voir si ça prend, si ça mord. Voilà, il n'y a plus personne. Ils testent le produit. Et voilà, ils testent le produit, puisque le produit d'avant est déjà périmé, et qu'ils ont déjà décidé de s'en débarrasser. C'est l'échantillon. Voilà, ils ont déjà décidé de s'en débarrasser, puisque de toute façon, il n'est pas assez ci, il n'est pas assez ça. Mais c'est vrai qu'il faut faire passer un certain nombre de mesures, mais il faut les faire passer. C'est en ça que Jacques Chirac était quand même un beau produit, parce qu'il avait le sourire et les gens s'identifiaient quand même, alors que Macron, ça devient hyper dangereux, quoi, parce que il est politiquement incorrect, mais à l'envers, quoi. Il dit ce que l'hyperclasse pense sans filtre, devant les gens, dans des réunions publiques. Enfin, c'est assez sidérant. En plus, il y a des trucs sur sa vie privée qui sont assez évidents. Là, tout le monde l'a vu avec fils d'immigrés noirs et PD. Après, il y a eu quoi d'autre? La victoire de l'équipe de France. Ensuite, il y a eu Saint-Martin, avec les photos que tout le monde a vues sur les réseaux sociaux. Bon, Brigitte, ça ressemble quand même à rien. Et c'est dangereux, quoi. Donc ils se disent, vaut mieux maîtriser la sortie du macronisme que de la subir en mode hors de contrôle. Et donc ils testent des produits et personne ne veut y aller. Mais vous voyez bien, le ministère de l'Intérieur, c'est hallucinant. Il y a eu un remaniement quand même de 15 jours, parce que personne ne voulait être ministre de l'Intérieur. Avec un type qui quitte en disant, aujourd'hui on est côte à côte, demain on sera face à face. Ah bon? Et là ils mettent ensemble. Voilà, et là ils mettent Castaner. C'est les Marseillais, les Marseillais à l'intérieur, quoi. C'est un type de télé-réalité avec un sourire ultra bright, qui dit que Macron il l'excite, qui dit j'ai pas eu mon bac parce que je suis tombé dans le poker et la délinquance, j'étais lié au parrain du Var. Enfin, le type est ministre de l'Intérieur. Enfin, et il est 11e sur l'ordre protocolaire. Enfin bon, voilà, donc je vous dis, tout s'effondre gentiment, la liberté d'expression est réduite à rien, et donc je pense que, en faisant un peu de prospective, on peut aller vers une irruption, soit un effondrement total, soit une irruption de violence incontrôlée. On a un dossier de 2 pages dans Feuille Documents sur The Movement, qui est un truc assez intéressant, parce qu'en fait le national-sionisme c'est un truc d'escroc. Parce qu'en vérité c'est des antisémites qui viennent pour dire qu'ils sont pro-juifs, alors des types qui racontent qu'ils sont juifs alors qu'ils sont pas juifs. Enfin c'est très intéressant. Et donc Modric Amen, c'est un type qui au début est un avocat, du type avocat des petits porteurs, et qui va devenir l'avocat dans les affaires de réparation. Voilà, exactement, dans les réparations des biens juifs. Il crée ce truc qui s'appelle le Parti Populaire, où ils font élire... Alors, il crée ça en 2009, et donc le parti est hébergé chez Joël Rubinfeld, qui est l'équivalent du président du CRIF belge. Donc lui dit partout qu'il est juif, mais
honnêtement, j'ai remonté les arbres généalogiques et pas plus juif que vous et moi, quoi. Franchement, ah ouais, non. Il y a vraiment rien. Et dans des journaux, il l'a reconnu. Dans d'autres journaux, il a dit qu'il était juif, mais qu'en fait, c'était sa femme qui était convertie et que sa mère s'était convertie. Il y a tout dans Faits et Documents. Tout est bidon. Tout l'arbre généalogique est bidon. Il y a un article dans Le Soir qui s'appelle Michael Modrikamen, imposteur, où il donne toutes ses citations sur sa famille, et il n'y en a pas une qui colle avec l'autre. Non, c'est un faux juif qui a raconté qu'il était juif pour réussir. Bon, c'est pas compliqué. Et non, mais ça. Alors, donc, il crée le Parti populaire avec Rubinfeld, et le seul type qu'ils arrivent à faire élire, accrochez-vous, c'est Laurent Louis. Et Laurent Louis, qui est ensuite devenu réviso, et ensuite qui a adhéré au parti islam, quoi. Donc ça c'était leur seule réussite. Et puis ensuite, en 2014, il a réussi à infiltrer le groupe de Nigel Farage au Parlement européen. Voilà. Et de là, ils ont créé un sommet bidon qui s'appelle le Jérusalem Summit, où ils ont invité des parlementaires européens à Jérusalem sur une ligne précisément national-sioniste, mais ne sont venus grosso modo que des Anglais de l'UKIP et des démocrates de Suède. Mais ils n'ont vraiment pas eu grand monde, et quand Modrikamen ensuite est revenu et a créé The Movement. Mais bon, Modrikamen, il dit le Jérusalem Summit, j'ai été invité, puis après j'ai créé The Movement, mais c'est sa femme qui est trésorière du groupe UKIP, qui dirige le Jérusalem Summit. Donc en fait, il a été invité par sa femme. Donc c'est un truc Enfin, je veux dire, c'est un jeu de con, quoi. Il y a rien, quoi. Donc il crée The Movement, et là, il s'associe avec Bannon en arrivant... Comment il réussit à s'associer avec Bannon, c'est ça qui est intéressant. C'est que il fait rentrer dans The Movement Laure Ferrari, qui est une jeune Française qui est adhérente à Debout la République. Debout la France, ça doit s'appeler maintenant. Oui, c'est ça. Les poignards. Et Laure Ferrari, qui est la maîtresse de Farage. Et donc, en connaissant la maîtresse de Farage, j'ai réussi à faire l'intermédiaire entre Farage et Bannon et à lancer The Movement. Et en disant, ouais, c'est super, alors maintenant c'est Bannon, en profitant en fait du tampon de la victoire de Donald Trump, quoi, comme argument promotionnel, pour un truc qui est complètement une coquille vide. Et évidemment, dans les statuts de The Movement, on retrouve, on ne sait pas pourquoi, la défense de la sécurité, je sais pas quoi, du territoire israélien, enfin un truc. Et donc même, alors en France, ils étaient bien avec Louis Alliot. Ce qui n'est pas étonnant. Le concubin séfarade de Marine Le Pen. Voilà. Mais cela dit, même Salvini, enfin, je veux dire, au bout d'un moment, c'est des Américains, on est en France, on est en Europe, enfin bon, c'est morné ce truc, j'ai l'impression. Et donc Modrikamen, c'est un mythomane, je vous dis, c'est du n'importe quoi, c'est du bricolage intégral. Moi, ça me paraît assez sioniste, d'après les déclarations, les prises, les initiatives, les déclarations vont dans ce sens. Moi, je n'ai pas confiance. Après, il peut y avoir des gens sincères à la base, hein, des gens tout à fait respectables à la base, mais non, je n'ai pas confiance spécialement. Je vais vous donner un exemple. Moi, parmi les la génération identitaire, ça vient des identitaires, c'était Philippe Vardon et Fabrice Robert. Philippe Vardon, il est au Front National, donc si ça avait un quelconque intérêt ou une quelconque efficacité politique, pourquoi Philippe Vardon, qui est un des 2 ou 3 pères imputatifs de ce mouvement, n'y est plus? Fabrice Robert, que je sache, n'y est plus. Guillaume Luit a disparu. Enfin bon, voilà, je veux dire, là, à mon avis, c'est un peu un canard sans tête. Hein. Enfin, moi, j'ai rien contre eux, mais bon, ça, peut-être vu de la Belgique, comme il faut un peu de buzz et tout, ça paraît important. Mais c'est pas du tout important, non. Ça... Enfin, c'est là ce que je vous dis, c'est factuel, hein, je veux dire, voilà. Henri de Lesquen est président du Carrefour de l'Horloge, anciennement le Club de l'Horloge, et disons que conformément au meilleur vin qui s'améliore en vieillissant, je trouve qu'il s'est plutôt amélioré par rapport à il y a quelques années. Encore que je pense que dans son fond, en privé, il a toujours été assez radical. Mais disons que sur la forme, il l'est davantage qu'il y a quelques années.
je m'en félicite plutôt. Je ne suis pas forcément d'accord avec tout, ce qu'il peut dire sur tous les sujets, mais il me semble quand même que, si vous voulez, à choisir entre l'Esquin et le Galou, je fais mon choix, si vous voulez. Voilà, il me paraît quand même, il n'est pas judéo-servile. Menteur, pharisien. Voilà, ça c'est clair qu'il n'est pas judéo-servile, et pour moi c'est quand même un élément essentiel. C'est quand même une ligne de partage des eaux, il n'y a rien à faire, qu'on le veuille ou non. Et donc de ce point de vue-là, je l'ai trouvé quand même assez courageux dans un certain nombre de circonstances récentes. Je crois d'ailleurs qu'il a pas mal de jeunes qui le suivent, même de très jeunes, sur les réseaux sociaux. Il aime beaucoup tweeter, comme le président Trump. Et il a quelques talents pour cela, le sens de la formule, bon, et la concision de la pensée. Donc voilà, bon après, c'est un homme qui a sa personnalité. Et disons que c'est pas quelqu'un de spécialement diplomate, mais en même temps, est-ce que ce sont les diplomates qui font l'histoire? Les caractères forts, souvent, ça n'est pas si mauvais que cela. Donc voilà, mais bon après, je dois dire que personnellement j'ai de très bons rapports avec lui, voilà. Et je crois qu'il apprécie beaucoup le journal Rivarol, donc je ne peux en dire que du bien à mon niveau. Voilà. Et en tout cas, je trouve qu'il a évolué très, très positivement. Il s'est fait d'ailleurs beaucoup d'ennemis. Il est vrai que ça l'a amené à perdre à la direction de Radio Courtoisie, puisque les gens qu'il avait mis là l'ont chassé en quelque sorte, parce qu'ils ont eu peur. C'est des gens un peu versaillais, un peu modérés, un peu mou du genou. Et donc voilà, et ils ont eu peur quand ils ont vu que les tweets qu'il postait, les déclarations qu'il faisait, et donc ils s'en sont débarrassés. C'est aussi simple que ça. Ça, c'est un classique. C'est pour ça que quand vous prenez des positions radicales, je vous dis, si un jour vous voulez fonder un mouvement, un journal, il faut cadenasser, il faut verrouiller d'un point de vue juridique. Parce que vous savez, l'ami d'hier peut devenir le pire ennemi le lendemain. Tout s'il y a des intérêts en jeu, s'il y a une pusillanimité, bon, voilà. Donc il faut toujours faire attention à cela, parce que sinon, ça peut être dangereux. Parce qu'il était persuadé d'être élu en 2017. Et il y a eu Dominique Paoli, qui pourtant disait du bien matin, midi et soir de lui, qui lui téléphonait tous les jours, etc. Après, il a préparé son coup. Mais il y a beaucoup plus de liberté aux États-Unis qu'en France, ça, c'est évident. Il est évident que l'émergence d'un phénomène comme le phénomène Trump, qui est certes très américain, moi, me paraît impensable en l'état. Je dis bien en l'état, me paraît impensable en France. Pour diverses raisons, mais notamment le fait qu'il y a quand même une moins grande liberté de penser, de s'exprimer en France. Ça, c'est évident. Ça n'est pas d'aujourd'hui, d'ailleurs. Mais on voit très bien, par exemple, le fait qu'en France, quand même, on est quand même le pays qui, sur le plan, je dirais, de la résistance politique, historique et religieuse, on a quand même été en pointe depuis quand même quelques décennies. Bon, avec Jean-Marie Le Pen, avec Pierre Sidos, d'autres personnalités, les révisionnistes historiques qui sont quasiment tous français à l'origine, que ce soit Bardèche, Racinier, Frisson, etc. Et au niveau de la résistance à Vatican II également, que ce soit Monseigneur Lefebvre, le Père Garret des Lauriers, le Père Barbara, le Père l'abbé de Nantes, etc. Ils sont quasiment tous français. Bon. Et je constate que s'il y a eu plus de résistance en France qu'ailleurs, ce dont il faut se féliciter, malgré tout, regardez aujourd'hui, ça n'est quand même pas en France qu'on a les résultats finalement. Il y a eu le phénomène Trump aux États-Unis, Salvini en Italie, même si on peut avoir des réserves éventuellement ici ou là sur ces phénomènes, en France, on paraît quand même bloqué, verrouillé, alors qu'on a été quand même plutôt en avance et en pointe quand même sur toute une série de sujets et dans la résistance. Ce qui prouve bien quand même que en France, j'ai l'impression quand même que ce qu'on pourrait appeler la pieuvre cosmopolite s'acharne plus que sur d'autres pays quand même. Bon. Puis il y a peut-être aussi nos propres faiblesses, nos propres limites, nos propres insuffisances, souvent les problèmes d'ego surdimensionnés, les problèmes de division interne. Alors si c'est des divisions qui sont liées à des divergences de fond, elles peuvent être nobles et légitimes et se justifier, mais très souvent c'est aussi quand même des questions d'épiderme, d'ego, et je pense qu'on n'en fait pas toujours l'économie. Et je pense que le fait que maintenant les réseaux sociaux aient une place aussi importante que ça, ce qui n'est pas sans avantage non négligeable, ça a quand même un inconvénient, c'est que ça favorise, si vous voulez, un narcissisme. Qu'est-ce que vous voulez, autrefois, c'est un petit peu comme d'ailleurs je dirais les écoliers, enfin les collégiens, les lycéens, avec
un téléphone portable, un iPhone, un smartphone, ils en savent plus que leur professeur, même le plus qualifié. Enfin, ils en savent plus au moins en théorie, c'est-à-dire qu'ils ont tout de suite la réponse, quoi. Si le professeur sèche sur la date de vie d'un écrivain, d'un compositeur, tel fait, avec le smartphone, ils peuvent, j'allais dire, le planter, si j'ose dire. Bon, donc comment voulez-vous qu'il y ait les mêmes relations qu'autrefois, alors que l'instituteur du village, c'était une sommité, ça change quand même les données. Et là même... Il suffirait de les interdire à l'entrée. Ils sont incapables d'interdire quelque chose. Ça, c'est notre question, c'est sûr. Et de la même manière, il est évident que quelqu'un qui, par exemple, dans un parti politique, un mouvement politique, bon, était mis à l'écart, etc. Bon, ben, là, si vous voulez, il peut très bien tout de suite faire une vidéo sur Internet. Donc, il a le monde entier, en théorie, comme public, hein, où il peut s'exprimer, même si ce qu'il dit, éventuellement, n'est pas forcément exprimé excellemment ou n'a pas un intérêt limité. Voilà, donc, si vous voulez, ça change quand même beaucoup de choses, ça, si vous voulez. C'est que, autrefois, vous aviez une crise dans un mouvement, un problème quelconque, etc., ça restait relativement secret, discret. Là, aujourd'hui, tout de suite, les réseaux sociaux, ça a quelque chose de... Donc, évidemment, ça favorise considérablement les divisions, les scissions, les querelles, c'est évident. Ça, je dirais que c'est un élément pervers. Encore une fois, s'il y a des éléments positifs, par exemple, il est certain que par rapport au révisionnisme historique, par rapport à toute une série de questions, par rapport à des gens qui cherchent la vérité, même sur le plan religieux ou autre, sur Internet, on gagne du temps, hein, c'est évident. Bon. Mais d'un autre côté, cet inconvénient-là, c'est la raison pour laquelle vous voyez se multiplier toute une série de divisions qui ne sont pas toujours fondées. Voilà. C'est une excellente question. L'homophobie, c'est une quinzaine d'années, cette expression, et c'était une façon c'est le lobby LGBT qui est à l'origine de ça. Et d'ailleurs, maintenant, pour les pouvoirs publics, si j'ose dire, un homme averti en vaut deux. Puisqu'aussi bien, si, parce que finalement, tout le reste, c'est un plus maintenant pour sa carrière. Hein. D'ailleurs, je crois que les maires des principales villes de France sont de la jaquette, comme on disait autrefois, on parle aussi de vice italien. On essaye de faire, mais je vous dis franchement, ça coûte cher. Les lois... Non, mais je vous dis, par exemple, bon, le Parlement, les députés, il y a énormément d'homosexuels. Je parlais avec un ami qui est lobbyiste à l'Assemblée nationale, qui me dit, écoute, c'est dramatique, et qui est vraiment pas de gauche, hein, il me dit, c'est dramatique, mais je discute avec la France Insoumise, c'est le seul parti où il reste des hétérosexuels. Parce que, ouais, RN, il n'y en a plus beaucoup, RN. Et c'est le Parlement européen, ce n'est que ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi au niveau du langage, l'opposition a tellement été bloquée, et en même temps, on arrive tellement au bout d'un cycle, d'un point de vue politique. Et d'ailleurs, il suffit de voir que tous les barons de la politique se sont en vérité retirés de la politique il y a un an, pendant ces 2 dernières années, il reste personne. En réalité, Macron, c'était la dernière cartouche. Oui. Derrière, il y a quoi? Il y a Wauquiez, ça prend pas. Mélenchon, il y a même Mélenchon, tellement il n'y a rien. Et Mélenchon, c'était un sénateur socialiste de 3e catégorie. Aujourd'hui, ça devient un cadre parce qu'en fait, tout le monde s'est barré de la politique. Donc, si vous voulez, je pense qu'en France, on va aller vers mais comme souvent dans l'histoire de France, que ce soit la Saint-Barthélemy, que ce soit 93, que ce soit la Commune, que ce soit l'épuration, souvent dans l'histoire de France, on peut constater, c'est un trait de notre peuple, des irruptions de violence incontrôlée. Et je pense, et bon, les gilets jaunes sont peut-être une prémisse de ces choses-là. Et d'ailleurs, quand on regarde bien, toute la droite a pensé que ça arriverait sur une question identitaire, la gauche a pensé que ça arriverait sur une question sociale, et puis ça arrive bêtement sur une question de ce que Jean-Marie Le Pen a appelé le fiscalisme, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, les gens sont obligés de payer pour aller travailler plus que ce qu'ils ne vont gagner. Et à ce moment-là, s'engage un mouvement... Une ouverture un peu poujadiste, en fait. Voilà, un cœur poujadiste, voilà. Donc,
Il faut quand même savoir qu'il y a beaucoup de Français, moi j'en connais personnellement, qui ne peuvent pas se chauffer l'hiver. Hein. Parce que pourquoi qu'ils aient des maisons qui soient un petit peu vieilles, qui soient difficiles à chauffer, ça coûte très cher, ils ne peuvent pas se chauffer. Et j'en connais, moi, qui, je veux dire, alors qu'ils ne sont pas très âgés, sont maintenant de gros problèmes respiratoires, tous les etc. gens Alors qu'ils ont travaillé toute leur vie. Ils ont travaillé toute leur vie sans aucune paresse, etc. Et ils n'ont même pas de quoi vivre décemment. C'est quand même effrayant. Et ce sont des blancs, mais on ne les voit pas devant les écrans de télévision. Et quand en plus, ils ont une dignité, voire parfois une timidité personnelle, c'est pas eux qui vont aller ni frais la manche, ni aller manifester. Voilà. Et ça, c'est une douleur, une souffrance qui est muette, qui est silencieuse, mais qui est bien réelle, hein, et qui est plus nombreuse qu'on ne le croit. Ouais, et donc il y a tout cela. Et il est certain que l'augmentation considérable du prix à la pompe, de l'essence, du diesel, pour des raisons d'ailleurs prétendument écologiques, je voudrais savoir derrière tout ça ce qu'il y a, parce que par exemple, Al Gore, il a fait sa fortune sur l'histoire du réchauffement climatique et d'autres. Hein, je crois qu'il y a toute une série de lobbies qui profitent de ces choses-là, parce qu'il faudrait un jour s'interroger sur les liens entre science et politique, scientisme et politique, parce que comme si la science ou la prétendue science était une science exacte, si j'ose dire. Parce que souvent il y a des intérêts derrière, comme il y a des intérêts des laboratoires pharmaceutiques pour les vaccins, pour différentes choses. Et il se serait intéressant de tout mettre à plat quand même, hein, parce que quand vous pensez que même par exemple, moi je l'ai vécu autour de moi, lorsque des gens qui sont pourtant en cancer en phase terminale, on leur impose des chimiothérapies dont on sait pertinemment, les médecins le disent, qu'elles ne serviront à rien si ce n'est à plus de souffrance et de douleur et de fatigue, c'est que c'est quand même bien, c'est qu'il y a un intérêt pour le laboratoire pharmaceutique ou pour le cancérologue. Hein, je veux dire, rien n'est neutre. De toute façon, on peut dire ça de la culture, on peut dire ça de l'histoire, même de l'archéologie. Moi, je lisais récemment un article de la revue, c'était Archéologia, pas une revue politique, hein, qui est la revue la plus connue archéologique, et il disait sur l'homme de Néandertal qu'il se métissait déjà. Donc, vous voyez, voilà. Bon, voilà, mais avec les mammouths. Voilà. Donc, il y a le livre de Demoule, là, qui en fait veut faire croire que les Indo-Européens, c'est un mythe total. Bon, c'est parce que disait Dumézil, mais c'est pas grave. La culture, bon, ben voilà, Hollywood, je vous fais pas un dessin. Enfin, rien n'est neutre. Hein. Je crois que c'est, comme l'a dit Jérôme, les sciences, l'histoire, la culture. Le combat, il est total. Hein. Donc... On est déjà par les procès que l'on subit, mais effectivement, ils peuvent toujours aller plus loin. Jean-Yves Camus, dans une interview il y a quelques jours aux Irréductibles, a appelé à l'interdiction de Rivarol en disant à partir du moment où on considère qu'il doit y avoir une tolérance zéro en matière d'antisémitisme, explique-t-il, il n'est pas pensable qu'on puisse trouver en kiosque un journal, une publication qui fasse l'apologie de Robert Frisson et des thèses qu'il développait. Voilà, il le dit ouvertement, donc c'est vraiment une appel, et je trouve que c'est un signe fort, ça déjà quand même qui est donné. Parce que Jean-Yves Camus, c'est pas n'importe qui, c'est l'Observatoire des radicalités politiques, mais il écrit dans Charlie Hebdo, il est lié au CRIF, c'est vraiment le milieu juif, bien qu'il soit converti lui-même, sa femme est juive, mais enfin, quand il parle, ça n'est pas complètement anodin, complètement neutre. Donc oui, non, je pense que très probablement, on va vers un renforcement de la répression, on le voit très bien, ça c'est clair. Alors, ils en sont pris d'abord à ER, parce que ER, évidemment, nous on est tout petit par rapport à ER, hein. On boxe pas dans la même catégorie, donc ils s'en prennent déjà au gros, si j'ose dire, mais je pense qu'ils s'en prendront également petit, ils le font déjà un peu, et oui, ça je pense que c'est la logique de leur système, c'est-à-dire qu'ils ne supportent pas qu'une voix dissidente puisse s'exprimer. Ça dépend si on entend des livres de formation. Si c'est des livres de formation, je vous citais Bardèche tout à l'heure, je pourrais vous citer mes idées politiques de Maurras, parce que même si on ne peut pas être d'accord avec la germanophobie de Maurras, il y a beaucoup d'excellentes choses quand même dans Maurras. Hein. À mon avis, c'est quand même à lire. Bon, il y a Barrès, il y a Drumont, évidemment. Tout Drumont est à dévorer, à mon avis. Bon. Et voilà, il y a Robaté. Bon, si on veut les livres des ouvrages plus récents, il y a tout ce qu'a fait Rissen. Hein, il a fait un travail remarquable, une dizaine d'ouvrages très complets sur la question juive. Bon, il y a tout ce qui est évidemment le révisionnisme, les ouvrages de Frisson, de Renoir, etc. Je vous ai cité Bardèche également. Bon, Jacques Lancre-d'Assac, Doctrine du nationalisme, c'est très, très intéressant. Jacques. Doctrine du nationalisme, là ce sont quand même des ouvrages majeurs, et après, bon, pour le reste,
je pense qu'effectivement, il faut essayer d'aller sur les bons sites internet, lire les bonnes revues, les bons périodiques. Il y en a encore quelques-uns. De moins en moins, il est vrai, mais il y en a quelques-uns. Moi, je me rappelle, lorsque j'étais plus jeune, il y avait beaucoup plus de revues et de journaux. Vous aviez National Hebdo, vous aviez le Libre Journal de la France courtoise de Serge de Beketch. Vous aviez le choc du mois. Le premier choc du mois était excellent, le deuxième beaucoup moins. Mais le premier était vraiment excellent, hein, très radical. Je me rappelle les D1, ces juifs qui en font trop, Saddam Hussein, homme de l'année, etc. Bon. Moi, je recommande là chez Contre-Culture qui sort à la fin du mois un livre qui est connu de certains, mais qui est rare quand même. C'est Combat pour Berlin de Goebbels, qui est quand même un livre qui, je dois dire, pour ceux qui ne l'ont pas lu, si vous le lisez, c'est un des livres qui va le plus vous marquer, je pense, qui est assez méconnu et qui est absolument fascinant. C'est une leçon sur l'engagement politique complètement, que chaque militant devrait lire avant de s'engager. Et puis qui a Joseph Goebbels qui est envoyé à Berlin, donc Berlin la Rouge, hein, la ville certainement la plus communiste d'Allemagne à l'époque, pour implanter le NSDAP à Berlin, et qui va raconter toute la prise de Berlin par le NSDAP. Et donc là, vous avez une expérience militante qui est absolument, c'est une leçon, quoi. Et il y a des morts. Et il y a des morts, et en même temps, c'est plein de vie. Tout paraît donc déjà. Vraiment, c'est un livre absolument. Oui, je le rejoins. Si vous voulez, il y a l'aspect historique qui va vous paraître d'être un peu daté, ce que je comprends. C'est quelque chose qui se passe à la fin des années 20, quoi. Mais c'est au-delà de la page d'histoire. Il y a une leçon de vie, une leçon d'abnégation, et c'est vrai qu'à côté on se sent vraiment tout petit, quoi. Moi, je pense. Voilà, donc ça c'est vraiment un livre que je recommande, qui sort bientôt chez Contre-Culture. Donc ça fait une... Je rebondis sur ce que tu disais. Il y a eu un des directeurs de Rivarol, si ma mémoire est bonne, le troisième après Maliavin et Maurice Gait, qui était Pierre Dominique, qui était un normalien, qui avait été à Vichy, etc., qui a écrit un excellent livre sur les polémistes français, qui est vraiment un livre remarquable. Voilà, alors c'est pas édité aujourd'hui, mais ça se trouve, je pense, très facilement sur les sites de livres d'occasion. Voilà, c'est un livre remarquable, quoi. Je pense que d'ailleurs Robert Schwiller s'en était inspiré. Oui, tout à fait. Ouais. Voilà, un livre de Pierre Dominique, alors je ne sais plus très exact, vous aurez le mot polémiste dedans, c'est la tradition, c'est tous les grands polémistes français.